Oui, on vous entend. Très bien, ouais. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Du coup, oui, je suis accompagné aujourd'hui de Bastien de la Houlière, donc les consultants agronomie au sein du laboratoire, pour faire un petit retour sur, je dirais, l'étude sur le carbone labile qu'on mène maintenant depuis un peu plus d'une année. Déjà, pour démarrer, pour ceux qui ne connaîtraient pas le laboratoire, Capinov, c'est un laboratoire qui a été créé en 1965, qui est basé à Landerneau dans le Finistère, qui réalise à peu près aujourd'hui 90 000 échantillons, pardon, agricole, agroalimentaire, et qui a la particularité aussi d'exceller dans 4 domaines, comme on le dit souvent chez nous, de la fourche à la fourchette. Donc là, une partie agronomie, une partie nutrition humaine et animale, une partie sécurité des aliments et une partie évaluation sensorielle. C'est aujourd'hui à peu près 70 docteurs, ingénieurs, techniciens de laboratoire et des consultants et conseillers techniques d'un point de vue aussi bien réglementaire que technique et agronomique. Et c'est un laboratoire accrédité COFRAC. Suivante. Ah, je vois que ça. Merci. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé au POX? On en a un petit peu parlé ce matin. C'est vrai qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de méthodes intéressantes, mais qui souvent sont chères, soit longues, soit dangereuses, comme on a pu l'évoquer ce matin. Il peut en ressortir des indicateurs qui ne sont pas toujours très simples à expliquer aux agriculteurs, qui sont peut-être très, très intéressantes pour nous, mais assez difficiles à transcrire aux agriculteurs. Et ça peut être des fois assez complexe à mettre en application en fonction des variations, des saisonnalités, etc. Et donc, on a pris la décision de retenir un outil surtout à vocation pédagogique et peu coûteux, donc sur la thématique qui nous anime et qui nous rejoint aujourd'hui sur le stockage du carbone et la dynamique de la matière organique. Clic. Donc pour ce faire, il a fallu, comme dans beaucoup de projets, démarrer déjà par une partie état de l'art, ressources bibliographiques. Donc je vous en ai mis quelques exemples sur la slide que vous voyez à l'écran. On peut voir par exemple des études de Steen Well de 2002 qui mettent en relation plus le POX augmente, plus le nombre de, je dirais, le rendement serait important. Donc voilà, des choses qui nous mettent en alerte, qui nous, voilà. On a aussi des exemples, par exemple, sur des relations entre le carbone total, entre un labour et non labour, avec des résultats qui sont non significatifs, et à l'inverse, des résultats qui peuvent être significatifs sur la partie labile, entre justement non labour et labour. Et ensuite, on a petit clin d'œil à Christophe, justement, beaucoup parcouru le site Scoopit dans ta partie carnet de bord dans ta partie de carnet de bord que je conseille d'ailleurs à tous les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui de consulter parce qu'il est très très riche en informations. Donc voilà, ça c'est des données qu'on a recueillies un peu, je dirais, d'une façon générale, et l'idée était de voir comment allaient se comporter, je dirais, ces différentes études dans notre contexte un peu atypique, qu'est notre contexte breton. Et du coup, je vais laisser la main à Bastien de la Houlière. Merci David pour cette présentation de Capinov et puis de nos recherches. Donc effectivement, nous, notre objectif, hein, c'était de pouvoir ouvrir le débat autour de la vie biologique dans le contexte breton. Donc contexte breton, polyculture, élevage, hein, on voyait tout à l'heure sur les cartes de matière organique des sols français que globalement la Bretagne ne manque pas de matière organique. Elle en a en quantité suffisante, mais il y a cet objectif de rentabiliser au mieux ces matières organiques et d'ouvrir la discussion sur la vie biologique avec les agriculteurs. Donc, on a choisi l'indicateur POX, donc comme l'expliquait David, hein, par rapport à la facilité de mise en place. Hein, c'est un indicateur qui peut être utilisé au champ, qui peut, avec du permanganate, permettre d'évaluer du coup ce carbone labile, ce carbone actif. Nous, notre objectif, c'est de standardiser ça en le pratiquant au laboratoire. Donc, le début de notre étude, hein, qui a commencé il y a 1 an et demi, hein, c'est quelque chose de relativement récent. Ça a commencé d'abord par valider le processus au laboratoire. Et puis, on a pris une base de 300 échantillons sur lesquels on avait les paramètres physico-chimiques et l'APM. L'APM, je reviendrai tout à l'heure. On verra que ça a une belle relation avec le POX et qu'il y a peut-être des choses intéressantes à faire entre cet APM, cet azote potentiellement minéralisable, et ce carbone oxydable par permanganate. Donc 300 échantillons analysés, recherche de corrélation vis-à-vis des autres indicateurs chimiques, hein, que ce soit la CEC, la matière organique. Hein, forcément, on verra tout à l'heure que la matière organique réagit énormément par rapport au POX, ou le POX réagit par rapport à la matière organique, avec des corrélations assez marquées. Sur la base de ces 300 échantillons, on a choisi une sous-population de 100 échantillons sur lequel on a poussé les recherches un peu plus loin
et notamment l'impact des pratiques culturelles des agriculteurs sur ce POC, sur ce carbone labile. Donc la rotation, le travail du sol, le retour des matières organiques et aussi les couverts végétaux. Alors, les couverts végétaux, on a vite rencontré une limite, c'est que quand on contacte un agriculteur de façon rétroactive, pour lui demander combien de biomasse ont fait ces couverts végétaux, les résultats peuvent être assez aléatoires. Donc l'objectif, c'est de continuer ces études et de pouvoir vraiment évaluer les retours de matières organiques de façon beaucoup plus précise. Donc échange avec les agriculteurs sur la perception, sur le fonctionnement de leur parcelle, puisque l'objectif final, c'est que cet outil leur serve, qu'il puisse amener l'agriculteur à se poser la question de la santé de ses sols et d'adapter ses pratiques culturelles. Beaucoup d'utilisation de fumier, de lisier de porc en Bretagne. Donc l'objectif, c'est d'aller optimiser. Si on va sur des systèmes économes en intrants, c'est de chercher à économiser, à rentabiliser au mieux ces matières organiques. La prochaine étape de cette analyse, ce sera l'analyse structurelle, puisque finalement la biologie, c'est le carrefour entre le chimique et la physique du sol. Et donc l'objectif, ce sera d'évaluer l'impact structurel de ce carbone labile, du niveau de carbone labile sur la structure des sols. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc déjà, un premier constat qu'on a rapidement pu faire, c'est que si on avait dans la bibliographie des études qui montraient que plus le carbone labile est élevé dans un sol, plus celui-ci répond favorablement au niveau des rendements. Donc effectivement, là, à gauche, on a une étude de l'université de Cornell qui montrait que l'objectif, c'est d'avoir 600 ppm de carbone actif dans un sol, mais que globalement, plus on monte, mieux c'est, plus l'indicateur est au vert. Autre étude que David parlait au début de notre intervention, c'était ces études qui ont été publiées dans l'American Journal of Alternative Agriculture, qui montraient que le rendement en grains, en maïs grain, était corrélé à ce carbone organique qui est évalué par oxydation par le permanganate. Nous, par contre, quand on prend ce carbone labile et qu'on essaye de le corréler avec la productivité d'une parcelle, donc cette fois-ci, c'est le graphique que vous avez à droite avec 3 notes, 2, 3, 4 et 5, qui représentent la productivité de la parcelle. Et ben, on n'a pas de corrélation, en tout cas, on n'a pas quelque chose de linéaire, on n'a pas quelque chose de croissant. Lorsqu'on augmente le carbone labile, les teneurs en carbone labile, on n'a pas une augmentation de la productivité de la parcelle. En soi, c'était à la fois logique et un peu étonnant, puisque c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte dans la productivité d'une parcelle, mais que par contre, on s'attendait quand même à ce que plus la vie biologique d'une parcelle soit développée et que l'indicateur carbone labile nous indique un peu cette vie biologique, le carbone facilement accessible aux micro-organismes et donc qui devrait venir augmenter ce pool de vie microbienne dans les sols, on s'attendait à avoir quelque chose d'un peu plus positif. Donc, diapositive suivante, en fait, un premier constat qu'on a pu faire, c'est que ce carbone labile, il est très corrélé aux apports de matière organique qu'on a sur les parcelles. Donc, au niveau pratique culturelle, un des premiers facteurs qui est ressorti, c'est que plus on apporte de carbone, donc par exemple, là, on a l'exemple avec du fumier de bovin, plus le carbone labile augmente, ce qui est en soi assez logique, mais les niveaux sont relativement élevés, puisque d'un côté, on a 60 tonnes de fumier à apporter à l'hectare, de l'autre côté, 120 tonnes de fumier à apporter à l'hectare, et ça fait varier d'un tiers notre carbone labile. Donc une évolution énorme. Une autre pratique culturelle qui impacte énormément ce carbone labile, c'est par exemple quand on a des maïs grains dans la rotation. En fait, ce maïs grain apporte énormément de résidus à la suite de la culture, énormément de carbone, et tout de suite, on a une augmentation de ce carbone labile dès qu'on a des maïs grains dans la rotation. Donc notre objectif, c'était pas d'évaluer la quantité de retour de matière organique dans les sols, puisque finalement c'est quelque chose qu'on peut faire sans évaluer le carbone labile. Notre objectif, c'était bien d'aller voir la dynamique de cette matière organique dans les sols, la dynamique du carbone labile, et puis derrière la fertilité et toute cette vie biologique qui doit en découler. Donc beaucoup d'impact des retours d'effluents, impact aussi au niveau de la rotation. Donc en Bretagne, globalement, on va avoir des sols qui sont assez chargés en matière organique, deux systèmes de production privilégiés, pour mettre un peu le contexte rapidement. C'est soit des productions, soit des éleveurs de porcs, soit des éleveurs de vaches laitières, c'est les deux populations les plus représentées. Donc les éleveurs de porcs ont souvent des maïs grains dans la rotation qui vont servir à l'alimentation des cochons. Et du coup, par contre, les éleveurs laitiers ont des prairies et des retours de fumier assez importants, ce qui fait que globalement, par exemple, au niveau du type d'utilisation des sols et du type de rotation, on ne voyait pas trop de différence, qu'en fait, ça tamponne, ce retour de fumier va tamponner les retours qui sont faits au niveau des maïs grains. Donc là, on était sur deux parcelles qui étaient similaires.
limono-argileux, avec une rotation cette fois-ci laitière, un blé, maïs, ensilage, sans prairie, et avec une forte réaction. Donc, ça nous a invités à pousser un peu plus loin et à se demander comment est-ce qu'on pourrait faire pour éviter d'avoir ce biais qui risquait d'être présent par rapport au retour de matière organique. Donc, diapositive suivante. Donc déjà, quand on regarde les corrélations, effectivement, le taux de matière organique est très corrélé au carbone labile, hein, c'est ce que vous avez sur la gauche, hein, avec un R2 de 0,76. Et puis, au fur et à mesure que la matière organique totale du sol augmente, ce carbone labile augmente lui aussi. Donc, en soi, c'était un résultat auquel on s'attendait, mais la corrélation est relativement forte. Et cette corrélation forte, en fait, ça nous bloque sur un ratio qu'on trouvait très intéressant, qui était le ratio à carbone total sur carbone labile. Quelle est la part de carbone accessible à la vie microbienne dans ce stock total? Et finalement, du stock, on en a. Hein. Si je vous invite à regarder, par exemple, juste en bas, les taux de matière organique des sols, hein, on va de 2% jusqu'à 8%. Globalement, dans notre échantillon, qui est relativement représentatif, donc là, on a une partie de l'échantillon total, hein, on a globalement très peu de parcelles qui ont des taux de matière organique en dessous de 2%. On est souvent bien au-dessus. Donc, carbone organique sur carbone total sur carbone labile, pas beaucoup de choses intéressantes. En tout cas, peu de variabilité, donc difficile derrière de faire des préconisations en agriculteur quand la variation est si faible entre ces différentes parcelles. Par contre, l'indicateur APM, quand on regarde la corrélation entre l'azote potentiellement minéralisable et le carbone labile dans un sol, et ben là, on a des choses un peu plus intéressantes. On voit que la répartition est un peu plus éclatée. Donc, globalement, on a une corrélation qui est assez logique, hein, puisque finalement, le carbone labile, c'est la nourriture des micro-organismes, et ces micro-organismes, quand ils vont assurer la minéralisation de la matière organique, ils vont relarguer de l'azote. Et c'est bien cet azote, finalement, qui sera un des facteurs de la productivité de la parcelle. Donc, c'est normal d'avoir une corrélation, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une belle dispersion autour de cette ligne, cette ligne de corrélation. Donc, ça nous a invités à nous pencher sur le lien entre le carbone labile et cet APM. Donc, diapositive suivante. Et puis, l'APM, depuis le début, il nous posait des questions, puisque c'est un indicateur qu'on utilise déjà historiquement au niveau du laboratoire. C'est un indicateur, c'est l'azote potentiellement minéralisable qu'on suit sur les parcelles, donc qui à la base était fait par incubation, puis par distillation. Je pense que les gens du comifère connaissent très bien cet indicateur. On connaît l'importance aussi du ratio C sur N, hein, carbone total sur azote total dans un sol, de l'importance que celui-ci prend vis-à-vis de la cinétique de dégradation de la matière organique. Donc on s'est dit, ben voilà, donc on a un POX, un carbone labile, finalement un azote un peu labile, un azote qui va se libérer dans les 3-4 prochains mois, et bien tout simplement, pourquoi ne pas regarder ce ratio POX sur APM? Et puis tout simplement de regarder la fraction. Alors, c'est pas tout à fait du fractionnement de la matière organique, hein, c'est pas ce qu'on fait là, mais ça s'en rapproche puisqu'en fait on va fractionner la partie labile du carbone et de l'azote et puis regarder comment ça se comporte. Avec l'objectif derrière qu'encore une fois en Bretagne, on a souvent des stocks de matière organique élevés, mais notre objectif, c'est de savoir quelle partie de cette matière organique sera utilisée pour la minéralisation et la nutrition des cultures. Et puis quelle partie servira au contraire au stockage du carbone dans le sol. Donc diapositive suivante. Et puis ça constituera la piste la plus aboutie sur laquelle on est arrivé aujourd'hui avec l'étude de ce carbone labile. Et en fait, ce qui était très intéressant quand on met ce ratio et qu'on le regarde avec le C sur N total du sol, hein, vous avez en ordonnée le C sur N total du sol, le C sur N, donc le carbone total et l'azote total, et en abscisse, le POC sur APM. Donc on repositionne, hein, le rectangle vert représente le C sur N idéal dans un sol qui est entre 8 et 10, c'est-à-dire que je ne suis pas en dessous de 8, donc je ne dégrade pas mon stock de matière organique totale, je ne suis pas au-dessus de 10, donc j'ai quand même une bonne minéralisation. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au-dessus de cette fourchette entre 8 et 10, puisqu'en fait, notre POC sur APM, il est capable de nous séparer les parcelles peu productives des parcelles productives. Donc les notes, en fait, on retrouve notre classification qu'on a fait au niveau de la productivité des parcelles, 2, 3, 4, 5. Et en fait, on retrouve toutes nos parcelles peu productives avec des C sur N élevés, ont des POC sur APM en dessous de 15. A contrario, les parcelles avec des C sur N élevés, mais qui fonctionnent bien, comme quoi c'est aussi une situation qu'on avait en Bretagne, un constat qu'on a eu depuis plusieurs années, c'est qu'on informait souvent les agriculteurs, fais attention, ton C sur N, il est un peu élevé, ça indique une mauvaise dégradation de la matière organique. Mais bon, quand l'agriculteur il part avec un taux de matière organique de 6-7%, forcément, il va avoir du mal à descendre entre 8 et 10, puisqu'il a déjà un stock de matière organique très élevé. Donc, ce qui nous intéressait, c'était de voir, OK, on a un stock de matière organique élevé, mais est-ce que finalement, on n'a quand même pas un bon fonctionnement de cette vie biologique? Et c'est ce que nous apporte aujourd'hui ce POC sur APM, et c'est une des pistes qu'on trouve les plus intéressantes, c'est qu'il permet de séparer, voilà,
on peut avoir un ratio carbone sur azote élevé dans un sol par rapport à une parcelle relativement unifère, du moment qu'on a un POC sur APM assez élevé qui indique en fait quand même une bonne dynamique de la matière organique, une bonne minéralisation de la matière organique. Donc ce POC sur APM, on voit que l'équilibre, s'il est, il est entre 8 et 10 sur un carbone total sur azote total, eh ben, il sera plutôt entre 15 et 18 pour un ratio carbone labile sur azote. Donc pas mal d'opportunités. Déjà pour nous, sur notre secteur breton, c'est très intéressant d'avoir ce type de résultats. Et ben, ça ouvre la voie de ce ratio POC sur APM. Jusqu'où est-ce qu'on pourrait l'exploiter et jusqu'où il peut être pertinent en termes de discussion avec un agriculteur. Et voilà, en termes de conclusion, donc j'attends vos questions avec impatience. Merci. Merci Bastien.